L'hypnose peut s'avérer un outil utile pour vous. On va d'ailleurs vous démystifier le domaine de l'hypnose avec 4 types d'ailleurs que peuvent avoir recours les hypnologues. Il est hypnologue en plus, il enseigne, il forme les futurs hypnologues et je suis très content d'accueillir encore. Salut Danny Labrec. Salut Alex, ça va bien? Ben ça va très bien toi? Oui, excellent. Démystifions justement ce monde de l'hypnose. Il y a 4 types donc d'hypnose reconnus. On pourrait commencer peut-être avec, disons, la classique. C'est comme ça qu'on l'appelle? On appelle l'hypnose dite classique. C'est une hypnose qui est très directive. C'est celle, en fait, pour les gens qui... on peut se projeter dans le monde du spectacle avec cette hypnose-là. C'est l'hypnose qu'on utilise avec les fascinateurs. Donc, Mesmer, mettons, recours à la classique. Là. Absolument. Et aussi, on l'utilise dans le domaine médical parce qu'elle est très directive comme approche. On n'a pas les enjeux thérapeutiques qu'on a besoin d'utiliser quand on fait une approche de ce genre-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est direct et employé vraiment d'une manière non détournée. Et par exemple, si on prend l'hypnose ericksonienne, bon, précise ce que c'est, puis par la suite, j'aurai une question évidemment en développement, là, mais absolument. Parce que ça me fascine. L'hypnose ericksonienne, c'est une hypnose qui a été développée par le psychiatre Milton Erickson. Donc, c'est quelque chose, plutôt que d'être directif, là, c'est vraiment beaucoup plus subtil, hein, on va dire astucieusement flou, artistiquement vague au niveau de l'approche, pour pas justement que la personne puisse prendre connaissance des suggestions qui sont faites à son égard. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus subtil et ça demande aussi une certaine participation de la personne qui, en fait, reçoit l'hypnose. Admettons, là, je suis avec toi. Là. Oui. OK, puis là, on est juste seul. Est-ce que tu as le temps de me faire la différence entre les deux en intervention? C'est plutôt, il faudrait être dans un contexte un petit peu plus fermé. C'est sûr qu'on pourrait avoir des suggestions, par exemple, plutôt directes, qui seraient du genre « dormez, je le veux, vous allez dormir, quand je vais claquer les doigts, à ce moment-là, vous allez vous sentir reposé, endormi ». Ça, on est plus dans des suggestions directes de ce genre-là. Ça, c'est classique. Classique. Ouais. Et on pourrait avoir des suggestions indirectes. On pourrait dire, par exemple, à quelqu'un, laquelle des 2 chaises te semble la plus confortable pour entrer en transe? Okay. Donc là, on sous-entend que peu importe le choix, on appelle ça un choix illusoire, la personne qui va s'asseoir, en fait, va choisir la chaise la plus confortable pour entrer en transe. Ça, c'est ericksonienne. Oui, ça serait très ericksonien au niveau de l'approche. Et là, c'est sûr que là, si c'est classique, si mettons, là, j'ai une chaise là, présentement, j'ai un banc, mais là, si tu m'envoûtes, je vais le dire comme ça, je m'excuse, là, j'ai pas toujours le lexique requis comme vous, les hypnologues, mais là, admettons, tu peux me faire croire qu'il y a une chaise à côté, puis je pourrais être dans les airs, puis avoir l'air d'un... Tu sais, comme ça, là, puis finalement, il n'y a pas de chaise et je pourrais être assis dans le vide. Oui, ça serait quelque chose qu'on retrouve dans l'hypnose de spectacle. Donc, c'est quelque chose qui est amusant, c'est divertissant. Ça n'a pas en tant que tel une teneur thérapeutique. Ouais. Donc, dans la deuxième suggestion que je t'ai proposée, ericksonienne, il y a quelque chose de thérapeutique parce qu'on veut induire chez la personne un certain confort, un certain état de détente et de relaxation. Mais l'effet thérapeutique, si par exemple on parle de la nouvelle hypnose, oui. Est-ce que c'est des bienfaits différents compte tenu que la méthode est différente aussi si on se tourne vers la troisième? Oui, la méthode est différente parce que là, on va demander à la personne d'être beaucoup plus autonome parce que dans l'approche ericksonienne, même si elle est, on va dire, plus subtile, il reste quand même qu'il y a une participation avec la personne, mais on rend la personne moins autonome. Dans la nouvelle hypnose, c'est vraiment, on va prôner l'autonomie de la personne. C'est d'ailleurs l'hypnose qui est pratiquée, on va dire, de manière générale au niveau du public. Donc, c'est vraiment une approche où on veut rendre l'autonomie à la personne. Et justement, dans ces 3 conditions-là, les 3 types d'hypnose qu'on a parlé, on les catégorise dans un type d'hypnose dite traditionnelle, c'est-à-dire que les 3 dont on parle visent la dissociation, c'est-à-dire la séparation entre le conscient et l'inconscient de la personne. Et c'est quand on sépare les deux et que le thérapeute prend en charge l'inconscient de la personne, c'est là qu'il peut justement amener des suggestions pour le mieux-être ou dans le cadre du spectacle ou même au niveau médical pour des étapes d'analgésie ou d'anesthésie, donc la gestion de la douleur. Ces 3 hypnoses-là amènent cette dissociation-là. Et toutefois, comme tu dis, on n'a plus nécessairement pour la personne qui se fait hypnotiser, finalement, on n'a plus conscience nécessairement, on est dans un état pas nécessairement de conscience, c'est vraiment
la destinée qui est entre nos mains, je vais dire comme ça, de l'hypnologue, là. Oui, bien, on est toujours présent. C'est juste que cette partie-là consciente de nous, elle n'entend pas, au sens du terme, elle ne prend pas connaissance des suggestions qui sont là. Donc, un bon hypnothérapeute qui prend en charge l'inconscient de la personne, bien évidemment, il est dans la bienveillance, dans l'éthique, pour amener des suggestions qui vont faire en sorte que la personne va mieux aller. D'ailleurs, on va mettre des conditions. Au début, on va dire à l'inconscient, bien, s'il y a des suggestions dont tu ne veux pas, laisse-les aller et prends seulement ce qui t'est utile. Donc, ça vient protéger, en quelque sorte, l'intégrité de la personne. Puis, ça vient un petit peu dans la poursuite vers le quatrième, donc le quatrième type d'hypnose, l'humaniste. Ça aussi, c'est une approche bienveillante également. Oui. Pour l'avoir déjà usé avec justement une hypnologue que tu connais bien. Oui, C'est ça. très, très bien. Oui, Absolument. oui, c'est ça. Ben, c'est donc toujours dans la bienveillance, là. Oui, c'est toujours dans la bienveillance et surtout la différence, c'est ce qui distingue, c'est que plutôt d'accentuer cette faille-là entre le conscient et l'inconscient, on va venir finalement, on va dire la gommer, la fermer. Donc, on va justement amener la personne dans un état associé. Donc, c'est ce qui distingue l'hypnose humaniste de l'hypnose traditionnelle. Et on va amener cette personne-là dans ce qu'on appelle un état augmenté de conscience. C'est un peu l'effet d'être ce qu'on appelle dans le flow. Ça veut dire que les choses coulent de source d'elles-mêmes. C'est pas une hyper-vigilance, mais c'est plus une hyper-présence à ce qui est autour de nous. Et là, en fait, la personne est réellement autonome parce qu'elle ne dépend plus des suggestions de l'hypnothérapeute, c'est-à-dire des suggestions, on va lui parler, lui demander de faire des choses, mais vraiment, elle est autonome en ce sens que ce n'est pas l'hypnothérapeute qui prend en charge son inconscient, mais c'est bien la personne qui le fait d'elle-même. Aussi. Est-ce que toutes les conditions, ou je sais qu'on l'a un petit peu évoqué tantôt, mais oui. Pour chaque type d'intervention, surtout les trois dernières, là, les approches ericksoniennes, dites humanistes aussi, et la nouvelle hypnose, Oui. Est-ce qu'il y a des contextes différents dans lesquels elles peuvent être employées? Par exemple, on veut se faire soigner, on a des problèmes peu importe de l'ordre, on veut faire un deuil, on veut des problèmes de consommation, par exemple, de certaines substances. Est-ce que ça va être plus dit humaniste ou il y aura des contextes pour utiliser certains types d'hypnose? C'est sûr qu'il y a des contextes qu'on va utiliser l'hypnose. Donc, il y a des endroits où toutes les hypnoses sont bien utilisées pour ce genre d'intervention-là, c'est-à-dire ça peut être au niveau des dépendances, ça peut être au niveau des insomnies. La différence, c'est vraiment une question de choix de la part du praticien. C'est sûr que du côté de l'hypnose humaniste, ce qui amène, c'est que la personne, on l'amène vraiment à une prise de conscience d'elle-même. Donc, il y a quelque chose, quand on dissocie quelqu'un, en fait, la personne se rappelle pas, on ne doit pas lui parler de ce qu'on a fait, tandis qu'on est libre, justement, de discuter avec ça. On est beaucoup plus un guide et un pédagogue en hypnose humaniste qu'on pourrait être vraiment quelqu'un qui travaille avec des suggestions dans une hypnose dissociante. Donc, évidemment, avec la conversation que va avoir l'hypnologue avec le client, finalement, on va déterminer peut-être la meilleure approche puis pour avoir le meilleur bienfait selon la réalité du client, finalement. Oui, absolument. Et c'est cette raison-là, pourquoi on les distingue, c'est parce qu'il y a beaucoup, on va dire, de dérives commerciales au niveau de l'hypnose. On peut, comme le mot hypnose est mystérieux, on peut l'associer à plein d'autres qualificatifs. Et là, les gens ne savent plus où aller, disons, qu'est-ce qu'ils reçoivent, autant au niveau des formations que des rencontres avec des thérapeutes. Donc là, de mettre ces balises-là qui sont claires, les balises au niveau des types d'hypnose, ça vient clarifier en quelque sorte ce que les gens peuvent expérimenter dans ces états-là. Danny Labrec, merci beaucoup. Un grand plaisir, Alex.